Marie Mindras, bonjour. Vous êtes une des meilleures spécialistes de la Russie. Vous publiez une tribune ce matin, dans Le Monde. Je dis ce matin parce qu'on l'a déjà évidemment en accès libre sur les réseaux sociaux, pour les abonnés. Navalny, héros de la résistance russe, pas mort, mais tué. Vous précisez que vous avez rencontré à plusieurs reprises cet opposant. Et je voudrais signaler que dans ce livre, qui est à paraître le 21 février, La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, chez Kalman Levy, que vous signez, vous consacrez évidemment plusieurs pages à Navalny, qui sont titrées La révolution Navalny, puis Éliminer Navalny. Il s'agissait de son empoisonnement, dont il avait réchappé de justesse. Mais aujourd'hui, c'est fait. Nous sommes toujours avec Thierry Bolton, avec Laure Mandeville, avec le général Richoux. Marie Mindras, avez-vous été surprise, du coup, par l'annonce du décès dans sa prison, dans sa colonie pénitentiaire, vendredi, dans un petit coin de l'Arctique, d'Alexeï Navalny? Je n'ai pas été surprise que la tentative d'assassinat permanent contre Navalny, qui a commencé il y a déjà plusieurs années, finisse par réussir. Mais j'ai tout de même été prise d'un choc terrible. C'est-à-dire qu'on sait, enfin, je savais, puisque je parle régulièrement à son équipe, que sa vie, plusieurs fois en incarcération, notamment pendant sa grève de la faim il y a 2 ans, sa vie ne tenait qu'à un fil. Et nous nous étions habitués à la formidable force d'Alexeï, qui encore 2 jours avant sa mort défiait ses juges, mais dans des conditions qui sont, je dirais, des conditions de torture, mis au cachot très souvent dans une pièce froide et humide où on ne peut même pas faire plus de 2-3 pas, sans aucun contact avec sa famille depuis très longtemps. Donc oui, je crois qu'il ne faut pas parler de son décès, il faut parler de son meurtre. Je crois que il faut appeler un chat. Tout était fait depuis 4 ans pour qu'il meure. D'ailleurs, Poutine était certainement très très vexé de ne pas avoir réussi l'assassinat par empoisonnement le 20 août 2020. Et donc, en réalité, il ne perdait rien pour attendre dans l'esprit de Poutine. Il devait disparaître. C'est pour vous un meurtre, que ça se soit produit dans les dernières heures, ou que ce soit bien sûr. Le produit d'un traitement inhumain qui lui était imposé depuis des années en particulier, mais juste parce que vous le connaissez quand même. Effectivement, on a tous été bluffés, enfin, une admiration sans bande pour cet homme qui, 2 jours avant de disparaître, plaisantait. Oui. Il plaisantait avec le procureur, disant donne-moi de l'argent, moi j'en ai plus pour améliorer mon ordinaire. On voit les images. C'est comme ça qu'il s'est imposé. Les voilà. Mais de quoi était-il fait pour avoir cette capacité de résistance? Je crois qu'il avait d'abord, il avait certainement une force physique et mentale exceptionnelle, une intelligence exceptionnelle. Il était porté par sa mission, libérer son pays de la dictature, tout comme Anna Politkovskaya avait été portée par cette mission, tout comme Boris Nemtsov. Ils étaient d'ailleurs assez proches. Il a été assassiné, lui, en février 2015. Et pour la même raison, c'est que Boris Nemtsov, en 2015, donc 1 an après l'annexion de la Crimée et l'occupation de l'Est du Donbass, appelait à un grand rassemblement contre la guerre pour les réformes. Et Navalny a poursuivi le travail de Nemtsov en expliquant aux Russes et à nous tous que la guerre ailleurs, la guerre en Ukraine, c'est aussi une guerre contre la Russie et les Russes. Oui. Voilà. C'est ça le crime, aux yeux de Poutine, principal? Le crime de Navalny? Mais Navalny n'a commis aucun crime. Non, mais aux yeux de Poutine, bien sûr. Non, mais aux yeux de Poutine, il le gêne, c'est tout. Il ne l'a jamais appelé de son nom. Poutine est un lâche, comme tous les dictateurs, surtout en fin de course. Et c'est un signe de faiblesse du régime que de ne pas pouvoir laisser vivre derrière des barreaux complètement isolés Alexeï Navalny. Et j'appelle ici absolument tout le monde à être maintenant beaucoup plus vigilant sur l'état de santé, les conditions d'emprisonnement d'autres grands résistants russes,
mon ami Vladimir Kara-Murza, dont la femme et les enfants, évidemment, sont aujourd'hui ravagés par la disparition de Navalny. Il y a Yashin et beaucoup d'autres. Environ 500 prisonniers politiques en Russie, tous détenus dans des conditions extrêmement difficiles et évidemment après des jugements qu'on ne peut pas appeler un jugement, devant des juges qu'on ne peut pas appeler des juges. Alors on s'interrogeait, on pouvait se demander comment réagirait la société russe. On a vu ces images de personnes qui, les unes derrière les autres, apportent des bouquets, faisant d'ailleurs preuve d'un courage. 150 au moins ont été condamnés là. On a les images des arrestations. Et il y avait un moscovite qui disait une chose simple, c'est « je ne pensais pas qu'il oserait ». Il a osé. Poutine a osé. C'est complètement décalé. Voilà, Poutine a lancé une équipe du FSB, dont on connaît les noms de chaque personnage grâce aux enquêtes de Navalny, de Bellingcat et The Insider. Donc depuis 2016, il est suivi. Donc j'ai réalisé qu'à chacun de mes rendez-vous avec Navalny, j'étais suivie aussi. Ça, vous comprenez les choses. Ensuite, il y a eu une première tentative d'empoisonnement de Navalny en 2018. Mais en fait, c'est sa femme, Yulia Navalnaya, qui a été malade. Et donc, si on met une équipe d'une dizaine de personnes, un mélange de chimistes et de tueurs derrière la figure la plus emblématique, la plus sympathique, la plus forte des démocrates russes, c'est pour l'éliminer. Oui. Bien sûr. Oui. Et donc ils l'ont fait. Et donc la question qu'on s'est quand même posée, il a osé le faire, il a osé être jusque-là. Mais non, il a osé depuis 2016. En fait, il faut se rappeler que c'était son obsession, une de ses obsessions. Oui, alors ça, je crois que c'est un point intéressant, juste, je souligne, c'est que Vladimir Poutine a développé une forme de paranoïa qui est que tout le monde est son ennemi, les Ukrainiens, les Français, les Russes qui ne veulent pas aller voter pour lui, etc. Mais il y a un certain nombre d'hommes sur lesquels il a fait des fixations. On l'avait remarqué déjà, bien sûr pour Khodorkovsky, arrêté en 2003, et qui a survécu, mais c'était une pré-période de la dictature, ce n'était pas encore la dictature totale. Et puis, il y a eu Mikhail Saakashvili, qui était président de la Géorgie, et l'un des buts proclamés de Poutine en faisant la guerre en Géorgie en août 2008 était d'éliminer Saakashvili. Et enfin, quand il y a eu le début de l'agression de l'Ukraine le 24 février 2022, il a également été dit officiellement que l'une des missions était d'éliminer Navalny, sa famille et son gouvernement. Il n'y a pas de point de... Il y a un point de non-retour, c'est ça que je voulais dire. Non, il y a un besoin de tuer. Il y a un besoin de tuer. D'un besoin de tuer. Je crois que ce que dit Marie est très important, parce que en fait, les hommes qui sont choisis, Navalny, Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, Saakashvili, c'est des personnages exceptionnels. C'est-à-dire l'idée en fait que un opposant est mort, quelqu'un d'autre va prendre sa place, c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnalités exceptionnelles qui peuvent se lancer dans un combat aussi difficile et avoir la capacité à résister, à incarner, à rassembler. Et donc chaque fois qu'on en tue un, on tue un peu plus de l'espoir d'une Russie européenne, d'une Russie revenant à la raison, d'une Russie qui puisse avoir un chemin vers la liberté. Et donc c'est ça en fait que Poutine élimine. Et c'est vrai qu'il y a la logique du dictateur qui ne peut pas souffrir l'idée qu'il puisse y avoir quelqu'un, même s'il est au-delà de l'Arctique, même s'il est pas sur son territoire, même s'il est neutralisé par des conditions de détention ignobles, il doit disparaître. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ça, c'est une logique effectivement inarrêtable. Contre ses ennemis désignés. C'est une logique de répression aussi qui n'a pas de fin. Ça nous a beaucoup frappé. Avant de vous entendre, Thierry Général, Jérôme Garot, vous êtes à Moscou. Merci d'être resté avec nous, Jérôme, parce que voilà, les moscovites qui viennent déposer un bouquet de fleurs, ils le payent. Ils le payent d'ailleurs par quelle sanction ? Alors en réalité, les hommages sont tolérés, mais à condition de rester discret.
C'est-à-dire que les Russes peuvent venir avec un bouquet de fleurs, avec une rose et la déposer devant un de ces mémoriaux improvisés dans Moscou ou dans d'autres villes de Russie. On a assisté à ça, nous d'ailleurs, ici donc dans la capitale, hier et avant-hier. On a un petit peu parlé avec ces moscovites qui venaient. D'ailleurs, il y a un mot qui revenait régulièrement. Ces gens nous disaient assez souvent « j'ai honte de n'avoir pas fait plus pour soutenir Navalny lorsqu'il était encore en vie ». Mais c'est un exercice qui est, cet hommage, très encadré par la police. On voyait donc ces Russes arriver, s'aligner dans une file d'attente. Il fallait ensuite qu'ils attendent leur tour. C'est la police qui les laisse passer un par un pour avancer jusqu'au mémorial, déposer leurs fleurs, se recueillir quelques secondes et ensuite il faut tout de suite avancer et interdit de se regrouper ou de former un attroupement. Ça, les forces de l'ordre y veillent. Les revendications politiques sont interdites. Dès qu'un Russe criait un slogan ou dépliait une petite pancarte, même de la taille d'une feuille de papier, immédiatement la police intervenait. C'est de cette manière qu'on a l'impression de voir un hommage un petit peu étouffé depuis vendredi soir. Vous le disiez, dans la seule ville de Saint-Pétersbourg, 154 personnes ont été arrêtées et condamnées à des peines allant jusqu'à 14 jours de prison. Jours de prison. Il n'y a vraiment aucune soupape, aucun espace. C'est ça. Et encore une fois, sur Internet. Oui. Sur 10 Internet. millions de gens sont sur Internet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a peur de fleurs. Ça, c'est quand même extraordinaire. Le simple fait de déposer des fleurs provoque la répression. Donc, pour revenir à Navalny, quelle que soit la cause active ou passive de sa mort, parce que de toute manière, Poutine est responsable à 100% de ce qui vient de se passer, on observe quand même une dérive qui est très stalinienne, parce que même Solzhenitsyn a été déporté, mais est sorti du goulag. À la fin, à l'époque Brejnev, on tuait pas systématiquement les opposants, on les déportait, on n'osait plus trop le faire. Ça, c'est plutôt les époques staliniennes. Et là, maintenant, il y a une espèce de logique absolument décomplexée qui nous ramène quasiment aux années 30, dans lequel, finalement, il y a l'espace de contestation est réduit à zéro. Le simple fait de poser une fleur ou de poser une pancarte vous amène à être arrêté à prendre 15 jours de prison. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est une régression absolument considérable en Russie par rapport aux années 90, vraisemblablement. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une logique dictatoriale quelque part. Les dictateurs de type de Poutine craignent rien de plus que la démocratie. Rien de plus que la démocratie. C'est pour ça qu'ils essayent de faire dans leur étranger proche que ça ne soit pas des démocraties. C'est vrai en Géorgie, c'est vrai en Ukraine, c'est vrai en Biélorussie, se protéger de la démocratie. Et c'est vrai pour les personnages, comme évidemment Politkovskaya, Nemtsov, Navalny, qui représentent un espoir démocratique et donc qui finalement doivent être aussi liquidés, exactement comme il faut liquider son étranger proche. D'autres seront-ils liquidés? Vous lanciez un appel à l'instant, Marie Mendras. Karamurza, à mon avis, a des sur Karamurza. Des dizaines d'hommes et de femmes qui croupissent dans les prisons et les camps pénitentiaires de la Fédération de Russie risquent leur vie. Mais ça veut dire que leur vie est en jeu Poutine se fiche complètement, pardon Marie Mendras, il se fiche complètement des quelques, parce qu'à l'échelle de la Russie c'est pas énorme, enfin vous posez une question importante. C'est qu'avec l'empoisonnement de Navalny, puis l'agression de l'Ukraine, ce que nous avons observé, c'est que la dictature ne souhaite même plus sauver quelque apparence que ce soit. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire que Poutine, qui jusqu'en 2022 était un homme peureux, il se cachait, il ne voulait pas s'exposer, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre, depuis 2 ans, il s'expose, il signe tous ses crimes. Il ne fait rien pour le cacher. Il fait rien pour le cacher. Et en même temps, plus il rentre dans cette phase meurtrière et plus il est acculé, plus il doit gonfler le mensonge total. Il ne sauve plus les apparences, c'est ça. Et ça, c'est une bascule qui s'est opérée à quel moment? Avec la guerre. Et le fait qu'il soit sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale montre bien que l'homme n'a pas vraiment une tactique très précise. Il ne sauve plus les apparences et il n'a plus de limites. Et donc, il peut continuer à éliminer ses opposants. Il s'en contrefiche. Maintenant, il se cache toujours derrière un légalisme. C'est important pour lui de les éliminer. Non, il s'en contrefiche de les faire
très produit, bien sûr. évidemment, puisqu'on a quand même vu une émotion considérable dans un certain nombre de chancelleries et dans la population. Le problème, c'est la fin. La question de la limite, c'est-à-dire il n'y a plus de garde-fou intérieur, Oui. il y a une atomisation totale de la société, ce qu'il souhaite. Il a une peur absolument bleue du peuple, c'est-à-dire d'un rassemblement possible en fait de gens derrière un porte-étendard, donc il les élimine. Et puis il y a la question du garde-fou occidental qui n'est pas suffisant. Et donc c'est pour ça qu'il avance. Merci infiniment Marie Mendras d'avoir été avec nous. Je rappelle le 21 février, attendez 2-3 jours ou commandez-le. La guerre 36 permanente. heures, 36 heures. 36 heures chez Kalman Levy, votre tribunalière dans le monde.